Le principe de ces universités d'automne ou de ces rencontres de l'égalité, c'est que c'est un lieu de dialogue pour essayer d'avancer, pas pour se confronter, pour le plaisir de se confronter, mais pour avancer. Donc la Maison des Potes est aujourd'hui une organisation antiraciste qui commence à peser dans la société française par le biais de ses militants. Quelques citations polémiques. Donc, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, affirmait en 2011 que les civilisations ne se valent pas et que pour lui, ce qui est en cause, c'est la religion musulmane. Marine Le Pen, présidente du Front National, pour elle, ce n'est pas l'islam qui pose problème, mais sa visibilité. Éric Zemmour réagissait sur le plateau d'ITélé en août dernier, suite à l'affaire Mehdi Namouche, en affirmant qu'en France, je cite, « On paye 40 ans d'immigration folle, de naturalisation à tout va, de droit du sol. Ces gens-là, que les médias français présentent comme des Français, ne sont pas Français. » Il poursuit plus loin, « Les Français, il n'est pas français, il faut arrêter de salir le nom des Français avec des gens pareils. C'est injuste pour les Français et pour la France. » Qu'est-ce qui fait que cette devise, liberté, égalité, fraternité, est prometteuse de possible, de progrès, de nouveaux droits, de nouvelles émancipations? C'est qu'il y a ce mot pivot, égalité. Égalité, ça ne veut pas dire que nous sommes tous semblables, et heureusement non. Cela veut dire égalité des droits et des possibles. Car les adversaires des idéaux démocratiques, de ce régime des droits de chacun, de n'importe qui, ont pour ressort l'inégalité. Ils souhaitent banaliser, naturaliser, rendre tolérable, admissible l'inégalité. L'inégalité des conditions, l'inégalité entre religions, l'inégalité entre origines, entre nations, entre civilisations, entre cultures. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. La discrimination, le racisme, la xénophobie, qui sont au cœur de votre combat, sont une façon de mettre le peuple en guerre contre lui-même. Quand nous entendons dans l'espace public et en librairie quelqu'un qui s'est installé par la détestation, la stigmatisation, la haine de nos compatriotes, de tous ceux qui sont sur ce territoire et qui sont d'origine, de culture et de croyances musulmanes. Avec toujours cet alibi de dire « mais attendez, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, je critique une religion ». Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Car les masques sont tombés. Cette personne, c'est Éric Zemmour dont je parle évidemment. Qu'est-ce que nous découvrons en l'écoutant depuis qu'il est promu avec son dernier livre comme jamais? Qu'il a la même détestation des femmes et qu'il pense que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'elles ont presque un plus petit cerveau. Il a été jusqu'à écrire que dans cette obsession qu'il a des rapports entre les hommes et les femmes, à écrire dans un journal sérieux comme Le Figaro que les Arabes et les Noirs ont une sexualité débordante qui fait qu'aucune blonde ne peut leur résister et que c'est la raison de la désespérance sikh des petits blancs français. Il est également homophobe. Les masques sont tombés. Il est d'une famille juive originaire d'Algérie et il vient de dire dans ce pays-ci que le plus grand sauveur de juifs au cœur de la catastrophe européenne au XXe siècle fut celui qui a incarné, édicté, signé l'antisémitisme d'État au cœur de l'État français qui a été instauré contre la République entre 1940 et 1944. Le bouc émissaire principal, c'est celui qui habitue à toutes les autres discriminations, à toutes les autres inégalités. Et c'est en ce sens qu'il faut faire cause commune. Et c'est en ce sens que ce ne sont pas des combats simplement particuliers, identitaires. Ce sont des combats pour tous. Défendre l'un, c'est défendre tous. Et ce fut la leçon donnée par le sursaut républicain au moment de la naissance de l'antisémitisme moderne à la fin du XIXe siècle. Et donc aujourd'hui, défendre un seul musulman de croyance, de culture ou d'origine, victime de discrimination, et victime de cette discrimination officielle, médiatique, académique, intellectuelle, politique, qui est diffusée dans notre espace public et qui est d'une violence symbolique terrible.
J'étais hier avec les mamans tout ensemble, celles qui ont créé cette mobilisation sur les interdictions de mamans parce qu'elles ont un foulard de sortie scolaire. Ces mamans militantes, engagées, souvent déléguées dans leurs établissements scolaires, ont une conscience aiguë de ce que cela crée chez les enfants. Il faut en finir avec cette chasse qu'a accompagné la gauche aussi à la visibilité de ceux qui ont une foi musulmane. Car en s'habituant à cette chasse à la visibilité, qui a commencé il y a 25 ans de cela, par la guerre du foulard, qui s'est traduite par la loi votée qui a exclu des jeunes filles des établissements scolaires, qui se prolonge maintenant dans la rue avec les mamans, et qui se prolongera demain après-demain avec un pouvoir de droite extrême dans tous les lieux publics. Quoi on laisse s'installer, c'est l'idée de l'effacement d'une partie de notre peuple, que notre peuple, une partie d'entre lui, n'ait plus son identité. Alors moi, par rapport à la reconnaissance du racisme anti-musulman, bien évidemment, c'est une évidence. Vous en avez parlé, Monsieur Plenel. Il y a les faits, il y a les chiffres. Il y a aussi donc toutes les agressions dont sont victimes les musulmans aujourd'hui. Mais moi, avant de dire un peu mon avis, je voudrais d'abord m'interroger sur la nature de ce racisme anti-musulman. Est-ce qu'il est arrivé comme ça, voilà, depuis quelques années, comme ça, ou est-ce qu'il n'est pas le fruit de quelque chose, est-ce qu'il n'est pas le prolongement de quelque chose? Voilà, moi je suis d'origine algérienne, et bien évidemment j'ai une histoire entre la France et l'Algérie, même si je me sens, je suis d'accord avec vous, hein, moi je me sens complètement française, mais je revendique aussi ses origines. Et j'ai été pendant longtemps, pas moi directement, mais beaucoup d'amis autour de moi ont été victimes de ce que tout le monde appelait à l'époque le racisme arabe, anti-arabe. Je vous rappelle juste pour la petite histoire quand même, les crimes et les crimes racistes et sécuritaires qui ont eu lieu des années 70 jusqu'aux années 90, crimes racistes dont un journaliste italien qui s'appelle Fausto Giude utilise le mot d'arabicide, puisque c'est quelques centaines de jeunes d'origine surtout arabe hein, qui ont été assassinés au fond des commissariats, dans les quartiers populaires, parce qu'ils faisaient du bruit, parce qu'ils dérangeaient, voilà. Donc moi j'appartiens à cette génération où on s'est battu fortement contre cette forme de racisme-là qui touchait les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le racisme qui domine aujourd'hui, c'est plus un racisme basé sur, voilà, sur l'identité culturelle. Ils ne nous ressemblent pas, ils ne sont pas comme nous, ils ne pourront jamais s'assimiler, l'islam c'est pas compatible, voilà, c'est plus ça qu'on entend. Je suis de cette culture et je veux avoir le droit de critiquer l'islam. Je n'insulte pas les musulmans, je ne critique pas les musulmans, je ne m'attaque pas au groupe des musulmans par rapport à leurs croyances. Mais j'ai le droit de dire en tant que femme que les trois religions monothéistes ont complètement mis en infériorité le statut des femmes. Ça fait de moi une antisémite, ça fait de moi une anti-chrétienne ou une anti-musulmane. C'est une réalité. On peut les lire, les textes des trois religions. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça blesse. Je peux comprendre qu'il y a des gens que ça peut... Voilà. Moi, je ne remets pas en cause les croyances des gens. Pour certains, la croyance dans l'islam ou dans le judaïsme ou dans le christianisme, c'est quelque chose qui a été révélé divinement. J'ai le droit de dire que pour moi, c'est une construction humaine et que c'est surtout une construction masculine. Voilà, j'ai quand même envie le droit et je veux avoir le droit de continuer à le dire aujourd'hui sans qu'on m'insulte de raciste. Vous savez, moi, je ne suis pas venue à l'antiracisme comme ça. J'ai 3 frères qui ont été expulsés dans les années 80 pour double peine. Parce qu'ils avaient volé des bonbons et des gâteaux dans un magasin. Un de mes frères est mort en prison en Algérie, parce qu'en Algérie, on subissait une triple peine. Hein, quand on était expulsé par la France, une fois qu'on arrivait là-bas à l'aéroport, on les mettait 6 mois en prison en Algérie. Je suis féministe, je veux continuer à avoir le droit de dire que les religions, elles ont mis en infériorité les femmes, hein, mais j'insulte pas les musulmans. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, elles sont dans mon département, qui revendiquent le droit d'aller voiler dans les sorties.
elles ont le droit, voilà, moi ça ne me gêne pas, elles peuvent venir. Après on définit aussi le rôle de la mission qu'on leur donne. Est-ce qu'elles sont dans une mission éducative d'auxiliaire de l'enseignant ou est-ce qu'elles viennent en tant que parents d'élèves? Moi franchement, si elles viennent en tant qu'auxiliaire de l'instituteur, moi j'ai un fils. Tout à l'heure, je le disais doucement à Hakim, vous disiez, Monsieur Plenel, que les mamans, elles ont honte de dire à leurs enfants, c'est pas parce que je suis voilée qu'on veut pas de moi, non, non. Moi, je vais vous dire la même chose. On dit la même chose à mon fils. Moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis grand-mère, mon petit-fils, ça continue. C'est moi qui ai un normal parce que je ne porte pas le foulard. Donc, moi aussi, j'ai besoin d'être défendue. Moi aussi, j'ai besoin qu'on écrive des livres. Et je vous invite aussi à écrire le prochain livre sur pour les musulmanes, pas seulement pour les musulmans. Parce que dans cette religion, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Je ne l'avais pas lu. Ah, Merci, si, Mimouna Adjam. D'abord, première chose, c'est que je suis militant effectivement des années 80 avec entre autres la camarade physiquement à ma gauche, Mimouna de Mouvement Antiracisme. Et effectivement, j'ai été un des responsables et en bonne partie, j'en suis fier, du parcours des années 80 de SOS Racisme. Et on pourra y revenir. Effectivement, après moult réflexions, j'ai décidé de prendre le chemin vers le sud, en l'occurrence vers l'Algérie, pour essayer d'abord de m'imprégner, d'apprendre de ce qui était en train de se passer là-bas. C'était juste au début, fin des années 80 et début des années 90-91, et j'ai participé, j'ai été entre autres l'un des fondateurs d'une organisation de jeunesse qui s'appelle RAGE, qui continue d'activer aujourd'hui 23 ou 24 ans après sa création. RAGE étant une organisation de jeunesse indépendante de toute tutelle, non partisane, qui a en son sein des jeunes filles, même si elles sont minoritaires, et des jeunes garçons de toute obédience, qui militent principalement, pour vous faire très largement le schéma, pour la démocratie, pour la citoyenneté, pour les droits humains de manière générale, cela veut dire pour les hommes avec un petit h, et aussi particulièrement pour les femmes dans ce pays qui met la femme, encore un pays, qui met la femme comme étant une inférieure par rapport à l'homme, qu'elle soit non mariée ou qu'elle soit mariée. Nous pourrons y revenir, et je pense que Mimouna en connaît un bout sur cette question. Je ne peux, c'est pas pour faire dans l'émotionnel, mais je ne peux introduire, commencer mon intervention sans avoir une pensée particulière. On pourrait en avoir pour beaucoup de monde qui nous ont quittés, qui ont milité, qui ont donné. Mais moi, je choisirais Hamida Ben Sadia. Hamida Ben Sadia, qui a été une militante, qui a été une activiste, comme cela vient d'être dit, des deux rives également, et qui a vécu les affres du racisme ici et du sexisme en Algérie. Voilà, même si certains candidats au présidentiel, en particulier du Parti socialiste, parce que je ne vais pas mettre dans le même sac le Parti socialiste et le reste de la gauche, qui émettent les souhaits ou qui reviennent sur ces revendications, sur cette revendication vieille de au moins 30 à 40 ans, le droit de vote des immigrés, le droit de vote pour les immigrés. Qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi nous n'avons pas continué aussi fortement? Je sais qu'au sein de la Fédération des Maisons des Potes, sur le journal Pote à Pote, d'autres organisations continuent à travailler sur cette question. Mais je pense que le fait d'avoir lâché sur cette question, le fait d'avoir abandonné le terrain sur cette question, participe aussi des régressions dangereuses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La question, une autre question qui n'a pas été, et je m'arrêterai à ça parce qu'on pourrait en citer pas mal des exemples, qui a été pas mal, voilà, mise de côté et mis à part, bien évidemment, quelques initiatives par-ci par-là, quelques courageuses personnes qui écrivent ou qui parlent de la question, mais qui sont très rarement, pratiquement jamais mises en avant dans les grands médias qui s'aiment s'écouter parler, c'est la question de la colonisation. Tant qu'on ne réglera pas la question de la colonisation, tant qu'on ne reviendra pas sur les questions de colonisation, que ce soit pour l'Algérie, colonisation spéciale bien évidemment de peuplement, mais pour l'ensemble des autres colonisations, et je parle de colonisation, je ne parle pas que de guerre d'indépendance. Moi, ça ne m'apporterait pas tant que ça, et je pense qu'on ne réglerait pas le problème si on n'avait à parler que, par exemple, que de la guerre d'Algérie et des exactions faites par l'armée coloniale française, mais aussi par y compris l'armée de libération algérienne.